Bonjour Virginie, effectivement. Eh bien, honneur aux dames, je te laisse te présenter. Merci, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une session un petit peu féminine aujourd'hui. Je vois qu'il y a beaucoup de participantes. C'est peut-être parce que le développement durable interpelle plus les femmes, je ne sais pas. Donc bon, donc je suis Virginie Vogue. Donc pour les personnes qui n'auraient pas encore suivi de webinaire, donc consultante et formatrice spécialisée en marché public. Et depuis un peu plus de 10 ans, j'accompagne les entreprises pour se positionner sur la commande publique et les acheteurs pour faire des consultations dans les règles de l'art. Depuis quelques années, on travaille en collaboration avec la société Libel, justement pour aider les entreprises à accéder beaucoup plus facilement aux consultations et bien sûr pour les remporter. Et donc, la conférence d'aujourd'hui va vous donner des petites ficelles pour pouvoir valoriser au maximum l'image de votre entreprise, puisque répondre à un appel d'offres est même un acte de vente, mais ça, on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Bertrand, je te laisse te présenter. Tout à fait, donc effectivement, je suis le seul monsieur, Bertrand Gaillard de la société Libel, commercial chez Libel. Voilà, donc ces webconférences, ça vient en support de nos outils, donc de détection et de réponse aux appels d'offres. Il me semble qu'il y a des utilisateurs parmi vous, d'autres que je ne connais pas. Voilà, Libel propose des outils de détection au niveau des marchés publics et un outil pour y répondre le plus rapidement et le plus simplement possible. Voilà, donc aujourd'hui, l'idée c'est de vous donner quelques clés pour utiliser au mieux notre logiciel, gagner le plus de marché possible, on va dire. Voilà, pas rester sur de l'outil, mais sur des conseils de rédaction de mémoire. Voilà, il y a la technologie et la technique, on va dire. Alors, j'ai une question à vous poser avant de commencer cette conférence. C'est est-ce que vous savez ce qu'est la RSE? Parce que peut-être que vous êtes inscrit à cette conférence par curiosité, mais est-ce que c'est une notion qui vous parle? Donc, la politique RSE, déjà, est-ce que donc vous savez quel est ce que veut dire cet acronyme? Et de quoi il retourne exactement? Non, voilà, donc je m'en doutais un petit peu. Alors, moi j'avais une question à poser. Qu'est-ce que vous faites comme métier, si ça vous dérange pas de nous le dire dans la zone de chat, qu'on puisse peut-être après donner des exemples plus pertinents. Architecture, ok. Vaguement, ok. Cabinet d'architecture, beaucoup d'architectes, ok. Ok. Alors déjà, ok, donc on est plutôt sur des métiers similaires, enfin voire exactement identiques, donc c'est parfait. Donc on essaiera de donner des exemples plutôt dans ce sens-là. Alors déjà, l'acronyme de RSE, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. Bon, une fois que je vous ai dit ça, peut-être que je vous ai pas beaucoup plus avancé. Alors, il y a une notion peut-être qui va plus vous parler, c'est la notion de développement durable. Et en fait, la responsabilité sociétale des entreprises, ce sont toutes les actions responsables d'une entreprise qui vont induire du développement durable. Donc, il y a une notion extrêmement proche entre la RSE et le développement durable. On va dire qu'il y en a un, c'est l'action, c'est l'action, et l'autre, c'est l'effet. Le développement durable, c'est l'effet. Alors, quand on parle de développement durable ou quand on parle de politique RSE, évidemment, ce qui vient souvent à l'esprit, Bertrand, par exemple, c'est quoi? Si tu devais me donner des exemples d'actions responsables qui impliquent, qui induisent sur du développement durable, qu'est-ce que tu me donnerais comme exemple? Eh bien, par exemple, on a du transport, donc le fait de rouler avec des véhicules électriques, par exemple. Par exemple, ça permet effectivement de limiter l'empreinte écologique et ça permet de développer durablement son entreprise sans avoir d'impact ou en limitant en tout cas l'impact sur l'environnement. On est d'accord. Est-ce que tu aurais un autre exemple à me donner? Peut-être pas, hein. Si, en architecture, par exemple, ne pas utiliser, enfin ne pas faire venir des matériaux de l'autre bout de la planète, par exemple, d'utiliser plutôt les produits locaux. Alors là, c'est pareil, ça a un double impact. Ça, oui, Alors exactement, donc là ça a un double impact, ça a un impact effectivement sur l'empreinte carbone, ça a un impact aussi sur les matériaux éco-conçus, etc., donc sur l'environnement, et là où c'est intéressant, c'est que d'acheter en local. Et quel est l'intérêt d'acheter en local? C'est d'assurer un développement du tissu économique local. Et là, on commence vraiment à toucher
un autre aspect de la RSE. Alors pourquoi je te pose cette question? Et je pense que si j'avais posé la question à nos invités, beaucoup seraient partis aussi sur des notions d'environnement au sens écologique du terme, parce que c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Et c'est vrai que par exemple dans vos dossiers de réponse, dans vos concours ou dans vos projets, quand on vous demande de donner une action, enfin un aspect développement durable à vos projets, souvent c'est vers le côté écologique bonjour Sylvie, bienvenue. C'est vers le côté écologique qu'on se tourne. En fait, ça va un petit peu plus loin que ça. Le développement durable et donc la RSE, les actions responsables en faveur du développement durable, elles ont 3 aspects principaux. Alors, effectivement, l'environnement, c'est celui qu'on a mis ici, préserver la diversité, utiliser les ressources naturelles, essayer effectivement de limiter l'empreinte carbone. L'idée, c'est de se développer en limitant au maximum, ce que je disais tout à l'heure, l'impact sur l'environnement. Mais ça, c'est quelque chose qui vient tout de suite à l'esprit de tout le monde, tout simplement parce que déjà, c'est un sujet qui est très médiatisé, c'est un sujet qui touche tout le monde et c'est quand même assez palpable, c'est quand même assez assez réel, donc c'est pour ça qu'on pense souvent à ça. Mais il y a 2 aspects auxquels on ne pense pas forcément. C'est la responsabilité, ce qu'on appelle sociale, alors envers la société. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la société? Ce sont toutes les parties prenantes de l'entreprise. Alors, il y a le social interne, c'est-à-dire tout ce que l'entreprise va pouvoir faire en faveur d'une politique sociale favorable, c'est du développement durable. Je m'explique. Par exemple, vous mettez en place des intéressements pour vos salariés. Vous adaptez les horaires de travail ou les réunions. En fait, vous fidélisez vos salariés. En quoi c'est responsable? C'est responsable parce que, et d'une, vous mettez un climat plutôt favorable dans votre société. Et en quoi ça va induire du développement durable? C'est que votre société, elle va avoir du personnel beaucoup plus impliqué, elle va avoir du personnel beaucoup moins absent, et au final, on voit que tout ça, ça permet de rentrer dans un cercle vertueux. Vous n'aurez pas, a priori, sauf catastrophe, vous n'aurez pas d'action au prud'homme, vous n'aurez pas de démissions qui sont quand même assez préjudiciables pour l'entreprise, vous n'aurez pas trop de turnover, parce que le turnover, c'est pareil, pour se développer durablement, quand on réembauche quelqu'un, ça met plusieurs mois avant que la personne soit vraiment opérationnelle, le temps de la former sur les outils, etc. Donc, tout ce que vous allez mettre en place au sein de votre propre société pour créer un climat social favorable, ça fait partie de ce qu'on appelle une action responsable dans le sens du développement durable. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi le sociétal, qui reste dans cette bulle-là aussi de la société. C'est tout ce que vous allez pouvoir faire, et là, ça touche un petit peu, alors, l'exemple de Bertrand tout à l'heure, il est un peu à cheval entre l'économique et le sociétal. Mais le fait d'acheter en local, le fait d'avoir des partenaires locaux, alors ça peut être pour vous, architectes, quand vous avez des missions de maîtrise d'œuvre, de sélectionner par exemple les artisans en local, plutôt que d'aller chercher des grosses entreprises qui sont à l'autre bout de la France. Eh bien, ça vous permet de développer votre territoire économique, certes, mais imaginons que vous prenez en plus par-dessus le marché des entreprises qui ont des actions envers de l'insertion par l'activité économique. Vous travaillez par exemple sur des espaces verts avec des sociétés d'insertion ou des choses comme ça, eh bien vous allez bien sûr vers ce développement, vers cette responsabilité sociétale. Et puis la responsabilité économique, donc c'est pouvoir créer des richesses donc dans votre société et surtout préserver ces richesses. Et comment on fait pour créer des richesses dans votre société et préserver ces richesses? Par exemple, on met en place une politique qualité, on va chercher des certifications, on traite de façon la plus favorable possible ses clients. Tout le monde a le droit d'avoir des litiges un jour avec un client, mais la façon dont vous allez traiter ce litige sera justement un indicateur de votre degré de responsabilité sociétale, économique, pardon. Je m'explique. Si votre litige client, vous ne le traitez pas, c'est-à-dire que vous laissez, pourrir la situation et vous allez même à la limite au procès, etc., il est évident que ça va avoir un impact économique déjà immédiat sur votre société. Et puis, votre client, il va pas vous faire de la publicité. Et quand on réagit comme ça, un client perdu, c'est pas un client perdu. C'est des clients perdus qui peuvent, à terme, avoir un impact assez négatif, surtout si l'opération se renouvelle sur plusieurs clients. À l'inverse, vous avez un litige avec un client et vous mettez tout en œuvre pour le satisfaire.
À la fin, il y a de fortes chances que votre client, dans la mesure où il a été pris en compte favorablement et que bien sûr le litige a été, on va dire, résolu à l'amiable, il y a de fortes chances que votre client, il reste un client. Alors évidemment, s'il a un autre projet, probablement il repassera avec vous et surtout il vous fera de la publicité. Et c'est comme ça qu'on arrive à se développer durablement. Je pense que vous avez compris que dans le développement durable, il y a effectivement l'environnement qui est à prendre en compte, mais l'enjeu c'est quoi? C'est le développement de votre société dans le temps, avec vraiment une certaine rentabilité aussi. Pourquoi j'ai pris le temps de vous expliquer tout ça? Tout simplement parce que si on vous dit demain dans un dossier de candidature, puisque vous allez dans la majorité des cas répondre à des marchés publics avec un dossier de candidature préalable, si on vous demande d'expliquer quelle est votre politique développement durable, et même si on vous le demande pas, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à mettre des infos. Et je pense que si en brut comme ça on vous demande quelle est votre politique développement durable, à part les exemples que nous a donné Bertrand, j'utilise des matériaux éco-conçus et je fais appel à des fournisseurs locaux, vous allez être un peu à sec. Sauf que si on réfléchit bien par rapport aux exemples que je vous ai donnés, en fait, sans le savoir, vous faites de façon quotidienne du développement durable au sein de votre société. Et c'est d'autant plus vrai que l'entreprise est petite. Plus on est petit, plus on est sur un format, ce que je vais qualifier de familial quelque part, plus naturellement on fait des actions en faveur du développement durable, sauf que c'est tellement naturel que on pense pas forcément à le mettre en valeur et on pense pas toujours que ça fait partie d'actions responsables. Donc là, l'idée d'aujourd'hui, de ce petit webinaire, c'est pas de vous apprendre à faire du développement durable. Ça, chacun voit midi à sa porte. Et puis, à la limite, si demain vous avez envie de partir dans une labellisation de développement durable, vous prendrez un consultant qui vous accompagnera. C'est vraiment pas ça l'idée d'aujourd'hui. L'idée, c'est de vous dire comment valoriser votre image dans vos dossiers de candidature à travers des choses que vous faites déjà. Et je ne sais pas si je l'ai marqué si on l'a intégré dans le support que vous pourrez télécharger en l'occurrence à la fin. Mais en fait, dans la notion de RSE, on dit toujours, il faut faire ce que l'on dit. Évidemment, il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi, mais surtout, il faut dire ce que l'on fait. Parce que si aujourd'hui, vous avez des actions plutôt positives, que ce soit envers vos salariés, que ce soit envers vos fournisseurs, que ce soit envers vos clients, etc., mais que vous n'en parlez pas, eh bien, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, si vous voulez sortir du lot, il va falloir apprendre à être moins humble, c'est un peu ça aussi, et valoriser son image à travers des indicateurs qui vont parler au final à tout le monde, parce que ça vient toucher aussi des notions d'éthique, et quel que soit votre acheteur, qu'il soit public ou privé en l'occurrence, ça ne pourra qu'être favorable, et ça ne sera que favorable aussi envers l'image que vous allez véhiculer vers vos clients, vers vos partenaires, d'une façon générale. Ça va créer une certaine aura autour de la société, et c'est ce qu'on appelle en fait le capital immatériel de l'entreprise. Et plus vous allez valoriser ce capital immatériel, plus vous allez créer des richesses dans votre société, attirer des clients, fidéliser des clients, etc. Bon, ça a été une introduction un peu longue, mais je pense que c'était important de bien repositionner les choses. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans la barre de chat. Bertrand, avant qu'on rentre vraiment dans la partie marché public et développement durable, est-ce que tu as une question ou quelque chose à rajouter par rapport à ce que j'ai dit? Non, c'était clair, je pense que tu as tout dit. Juste peut-être une chose que je rajouterais, de bien faire attention de pas délaisser un côté en fait quand on fait une action RSE développement durable. Toutes les conditions doivent être remplies. Par exemple, si vous si vous utilisez un produit qui est fait écologiquement, mais dans un pays qui respecte pas les droits de l'homme, par exemple, c'est pas, non, mais c'est l'exemple qui parle le plus, mais voilà, ça rentrera pas dedans. Donc c'est vraiment prendre les trois facettes. C'est dur à faire parce qu'on voit surtout l'écologie, c'est ce qui est un petit peu à la mode, mais bien prendre en compte les trois facettes, elles sont importantes en fait. C'est des conditions à remplir.
Oui, non, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est vrai que si on fabrique une barrière en bambou, mais qui vient de Chine ou de je ne sais pas où, c'est sûr que ça, ça perd un petit peu en impact. Mais tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que c'est important parce que si un jour, et bon, peut-être que certains d'entre vous le feraient, mais si un jour vous partez sur une notion de labellisation de vos actions de développement durable parce que vous trouvez que c'est intéressant, etc., sachez que en fait, vous n'aurez jamais un label, vous ne serez jamais vraiment estampillé entreprise responsable. Vous aurez un niveau de performance de responsabilité sur une échelle, je crois, alors par exemple pour l'ISO 26000, ça va aller de peut-être de 1 à 4, il me semble 4 ou 5 étant vraiment exemplaire. Mais vous pouvez très bien être en janvier au stade 5 exemplaire parce que tout est parfait. Et en février, un de vos sous-traitants, par exemple, a un contrôle sur sous-traitant ou fournisseur, enfin peu importe, un des artisans avec qui vous travaillez, un contrôle sur chantier et on se rend compte qu'il n'est pas à jour de ses cotisations ou qu'il n'a pas respecté d'une façon générale le droit du travail, eh bien ça aura un impact sur vous et vous allez descendre en niveau de qualité, en niveau de performance, tout simplement parce que vous n'avez pas suffisamment été vigilant par rapport aux partenaires avec qui vous travaillez. Bon, après, c'est pas pour vous faire peur, hein, mais c'est juste pour vous dire qu'effectivement, comme dit Bertrand, il faut faire attention à tout et que l'action des autres va avoir un impact sur vous. Dans votre développement durable, vous pouvez justement veiller à choisir des partenaires qui eux-mêmes sont engagés dans une action. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire une labellisation, mais rien que le fait de formaliser sur un bout de papier à travers une charte, à travers quelques valeurs ou des choses comme ça sur votre site internet, par exemple, rien que ça peut donner envie aux gens d'aller vers vous. Et ça, c'est assez important. Alors, dans les marchés publics, c'est vrai que cette notion, quand on parle de développement durable, effectivement, aujourd'hui, les marchés publics vont plutôt vous parler du côté environnemental, du côté écologique. On va insister sur les matériaux, sur la gestion des déchets, etc. Mais ne négligez pas les autres aspects. Et il faut savoir donc que 15% du PIB, alors ça dépend en fait des années, mais on va dire entre 10 et 17% du PIB national est représenté par les marchés publics. Et c'est vrai que si on doit avoir nationalement, ou voire même à un niveau européen, si on doit avoir une avancée vers cette politique de développement durable, les marchés publics sont un véritable levier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis des années, en fait, la commande publique œuvre pour la mise en avant de ce développement durable. Alors, il y a eu des refontes en 2004, en 2006 du Code des marchés publics, qui faisait justement alors la part belle au développement durable, je ne sais pas, mais en tout cas depuis ce temps-là, il est très clair que il est écrit noir sur blanc qu'une entreprise qui présente une plus-value sociale et ou environnementale dans une offre peut avoir un droit de préférence à note égale. En 2005, il y a eu un guide de l'achat public éco-responsable. Donc déjà, on commençait vraiment à y penser. En 2012, il y a eu des directives européennes. Et en fait, ces directives européennes de 2012 ont réellement été impactées dans le Code de la commande publique française en 2016, avec le décret 2016-360 que vous devez probablement connaître. Alors, pour information, les textes ont changé, hein. Je pense que vous savez que depuis le 1er avril de cette année, donc depuis 4 jours, il y a un nouveau texte qui existe, c'est le décret 2018-1075, enfin 1075, donc du 3 décembre 2018, mais qui ne change en rien les règles, hein. C'est ce qu'on appelle un texte à droit égal, à droit constant, pardon. Et dans ces textes-là, eh bien, on nous parle de labels, on nous parle de critères de biodiversité, on nous parle d'achats innovants, et tout ça, ça fait partie des actions envers le développement durable pour pouvoir permettre une meilleure utilisation de l'argent public, tout en préservant l'environnement, mais l'environnement avec un grand E, l'environnement social, l'environnement écologique et l'environnement économique. Alors, et puis, je sais, oui, pardon, merci. Non, si je devais rajouter, c'est vrai que c'est des choses maintenant qui sont écrites, c'est ce qu'on a mis sur la page, c'est un cadre réglementaire, mais il faut pas aussi oublier qu'aujourd'hui les marchés publics sont notés, enfin vos dossiers sont notés par des personnes. Aujourd'hui, je pense qu'en tout cas en France, pour la plupart des gens, ces notions de développement durable ou au moins d'écologie sont
on va dire, importante pour tout le monde. Donc c'est vrai que même si c'est pas écrit ou, enfin, voilà, les gens vont, je pense, enfin, je sais pas Virginie, mais je pense vont chercher des points de toute façon. Tout à fait. En fait, il y a quand même une grande notion. Ce sont pas des machines qui vont analyser vos dossiers, et il y a une énorme notion il y a beaucoup d'affect en fait qui va rentrer, et encore plus particulièrement pour vos métiers où quand vous avez cette phase préalable de candidature, il faut sortir du lot. Vous n'avez pas d'autre choix. Ils vont recevoir 50, 60. Enfin, vous êtes aujourd'hui quand vous répondez à un appel d'offres avec cette phase de candidature, un concours ou autre. Vous avez une concurrence qui est juste énorme, et il faut trouver une solution. Et ça peut être une des solutions. Et c'est vrai que même quand il n'est pas expressément noté dans le règlement de consultation que le pouvoir adjudicateur apprécierait une note sur le développement durable, ou etc., n'hésitez pas à le faire, parce que vous ne savez jamais qui va lire votre offre. Et comme ce sont des êtres humains, et que, comme dit Bertrand, aujourd'hui, tout le monde est plus ou moins sensibilisé à ce genre d'action, ça ne pourra que être favorable. Au pire, ça n'a pas d'impact si vous tombez sur quelqu'un qui est vraiment imperméable, on va dire, à ce genre de notions. Mais dans la majorité des cas, ça aura un impact, c'est certain. À note égale, vous passerez forcément du bon côté de la pile. Alors, je ne sais pas sur quelle région vous êtes, puisque les webinars, on a des gens qui y arrivent de toute la France. Mais si vous êtes dans ces régions-là, que ce soit Nantes Métropole, Toulouse, tout ce qui est Bourgogne, tout ce qui est Bretagne, même au niveau de l'Alsace, en fait, il y a de plus en plus d'initiatives locales et il y a de plus en plus de marchés qui vraiment vont inciter les entreprises à parler du développement durable dans leur marché. Et petite anecdote, donc moi, je suis basée plutôt du côté de Montpellier. Et par exemple, je sais que la métropole de Montpellier, même s'ils n'écrivent pas noir sur blanc qu'ils sont plutôt favorables à une politique sociale positive de l'entreprise, je sais de sources sûres que lorsqu'ils ont un dossier qui arrive avec ce genre d'argument, encore une fois, même si c'est pas noté, ça fait partie des petits points qui peuvent, on va dire, faire lire plus positivement le dossier. Alors, Sylvie nous pose une question. Est-ce que l'on doit transmettre ces informations dans la présentation de la société, même si c'était pas... Oui, alors évidemment, Sylvie, puisque justement, la présentation de la société, elle n'a pas de forme imposée. C'est votre société, vous pouvez y raconter ce que vous voulez, tout ce qui va permettre de vous valoriser. Alors évidemment, il y a des informations de base. Vous allez donner vos moyens humains, vous allez donner vos qualifications, vous allez donner vos moyens techniques, vous allez donner peut-être votre chiffre d'affaires. Mais dans cette présentation de la société, donc qui va participer donc au jugement de votre candidature, eh bien c'est ici en effet que vous allez pouvoir mettre ça. Ou autre option, vous pouvez aussi faire un dossier annexe qui s'appellerait dossier notre démarche RSE ou notre dossier de développement durable, et dans ces cas-là faire un chapitre sur notre responsabilité sociale, nous avons mis ça en place pour nos salariés, nous intégrons de temps en temps des stagiaires, je vous ai donné quelques exemples après, vous verrez. Rien que le fait de prendre des stagiaires ou des contrats d'apprentissage ou des contrats pro, ça fait partie du développement durable. Donc pourquoi pas, soit vous l'intégrez dans des documents qui existent déjà, soit vous faites un document annexe que vous joignez, il n'y a pas de souci, ça peut être même qu'une simple charte. En fait, ça peut prendre des tas de formes différentes, mais il faut que ça y soit. En fait, l'idée, c'est vraiment ça. Et n'hésitez pas aussi, une fois que vous aurez bien posé les choses, quand vous aurez pris un peu de recul en disant « Ah bah oui, ça, on va le valoriser, ça, on va le valoriser, ça, on va le valoriser », n'hésitez pas à le valoriser sur tous vos documents, sur tous vos supports de communication, et je pense particulièrement à votre site internet, qui est quand même la vitrine de votre activité. Et quand on vous cherche sur internet, ça peut, encore une fois, quelqu'un qui ne sait pas avec qui il veut travailler, bah ça peut être important, y compris pour les clients privés, hein, bien entendu. Alors, après, donc, vous avez
qu'en 2005, il y a eu la charte sur l'achat éco-responsable. Alors finalement, qu'est-ce que c'est un achat éco-responsable? Est-ce que c'est qu'un achat qui va utiliser des produits écologiques? Non, pas forcément. Donc on voit ici que effectivement on a une partie écologique, mais ça peut être aussi quelque chose de social, donc un achat qui va plutôt favoriser l'insertion par l'activité économique. Bah, carrément réserver un marché. Aujourd'hui, les acheteurs ont le droit de réserver tout ou partie de leur marché à des entreprises qui font de l'insertion ou tout simplement de l'économie sociale et solidaire. Ça peut être juste une clause sociale, ça peut être une incitation tout simplement. Et puis ça peut être aussi, encore une fois, ces achats innovants qui permettent de développer de nouvelles technologies qui, en général, ont un impact social et ou écologique et ou économique et de pouvoir s'ouvrir à de nouvelles données pour faire le meilleur achat possible dans cette notion d'éthique et de développement durable d'une façon générale. Alors après, un acheteur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, a le droit d'exiger des labels, a le droit d'exiger des certifications à condition expresse, bien entendu, que ce soit lié à l'objet du marché. Il n'est pas question que pour un marché de formation, alors ça ne vous concerne pas, mais pour un marché de formation, il exige quelque chose de, quoique, à la limite, il pourrait demander des supports, dématérialisés pour limiter l'empreinte écologique. Enfin bon, faut réfléchir en tout cas. Comme toujours, il faut que ce soit lié à l'objet du marché. Alors, je vous parle de ça aussi, parce que bon, vous êtes dans des cas où vous allez répondre, mais vous allez peut-être être dans des cas aussi où vous allez aider le maître d'ouvrage à créer ces dossiers. Et vous allez peut-être l'aiguiller sur les critères de sélection qu'il va mettre en œuvre. Donc, sachez que vous pourriez, vous, en tant que conseil, proposer effectivement des critères de développement durable. Faites juste attention à ça. Il faut que ce soit non discriminatoire, lié à l'objet du marché, et que les candidats puissent proposer toute équivalence possible. Donc, n'exigez pas forcément une norme AFNOR extrêmement précise, ou un ISO 14001 ou un ISO je ne sais pas quoi. Vous pouvez l'écrire, mais surtout, il faut toujours qu'il y ait marqué ou équivalent, et un équivalent, ça, après, à voir, ça peut être des attestations clients, ça peut être des chartes internes, ça peut être, ça peut être des choses comme ça. Mais aujourd'hui, effectivement, quand le marché le justifie, c'est possible. Alors, vous avez compris maintenant que même si vous n'êtes pas une grande entreprise, une institution comme Coca-Cola ou je ne sais pas quoi, bien entendu, vous avez une politique de développement durable et vous pouvez la mettre en valeur. Et d'ailleurs, beaucoup plus que ces grosses structures qui, elles, font plus ce qu'on appelle du greenwashing, quand elles vont donner de l'argent pour reconstruire une forêt en Afrique ou je sais pas quoi, mais de l'autre côté, elles sont pas forcément, c'est plus pour racheter leurs mauvaises actions qu'elles font ça. Alors que vous, des mauvaises actions, je pense, j'espère que vous n'en avez pas trop, mais encore faut-il valoriser encore une fois ce qui est bien. Juste une petite chose que je voulais vous dire tout à l'heure, si vous créez un dossier développement durable, une charte ou peu importe, n'ayez pas de crainte de ne rien avoir à mettre dans une des catégories. Vous pouvez très bien être exemplaire sur la politique environnementale et ne rien avoir à dire en social ou inversement, ou en économique, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur ce que vous faites de bien. C'est en aucun cas de vous flageller sur ce que vous ne faites de pas bien ou ce que vous ne faites pas, tout simplement. L'idée, c'est vraiment ça, c'est je prends du recul, je regarde ce que je fais de bien et j'en parle. C'est un petit peu comme dans un entretien d'embauche, quand on vous demande quelles sont vos principales qualités, on est un petit peu là-dessus. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Donc Sylvie a posé une question tout à l'heure. Bertrand, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, pas... Non, je veux rien rajouter. Bon, Bertrand, il écoute aujourd'hui. Alors, quelques exemples, alors qu'on a déjà un petit peu cité. Donc effectivement, sur le respect de l'environnement, c'est assez logique. Il y a tout ce qui est le tri des déchets, tout ce qui est respect des nuisances, enfin en tout cas limitation des nuisances, qu'elles soient visuelles, sonores ou autres. L'utilisation des énergies renouvelables, évidemment. Bon, après, il y a aussi la réglementation qui vous impose certaines normes aussi. Et puis, on peut imaginer, comme disait Bertrand, l'utilisation de véhicules électriques, l'optimisation des déplacements,
de demander par exemple à vos fournisseurs de centraliser les commandes pour pouvoir faire moins de transport, moins de palettes. Enfin, il y a plein de choses qui sont assez logiques au niveau de l'environnement. Il n'y a pas que je mets le papier à droite et le carton à gauche. Il y a bien plus de choses qu'on peut valoriser. Et là-dessus, je vais rajouter quelque chose. N'ayez pas peur de dire des évidences en fait, parce que les gens, donc je pense qui sont ici, ont des bonnes pratiques. C'est quelque chose auquel vous êtes sensible, mais il faut savoir que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai déjà vu ou entendu des choses, par exemple sur le tri des déchets, la récupération des déchets au niveau de l'amiante, par exemple, sur des chantiers. Il y a des entreprises qui ne respectent pas du tout. Donc, même si pour vous c'est une évidence, mettez-le, ça comptera, et c'est important de le mettre. Ça rejoint ce qu'on dit sur le mémoire technique, hein, mais dites, l'acheteur peut pas vous noter sur quelque chose que vous n'écrivez pas. Donc, marquez bien tout, même si ça vous paraît être une évidence. C'est important de le mettre. Bertrand a complètement raison, et c'est vrai que notamment des fois vous ne penserez pas à dire quelque chose parce que réglementairement vous êtes obligé de faire comme ça. Donc il est évident que c'est pas la peine que vous argumentiez dessus. Mais en effet, vous avez des entreprises qui ne respectent pas les règles. Et en fait, finalement, être responsable, c'est pas plus compliqué qu'être dans les clous vis-à-vis de la réglementation. Et si vous ne l'écrivez pas, on pourrait penser que vous ne l'êtes pas. Par exemple, dans les marchés de travaux, il y a beaucoup d'entreprises que je rencontre dans les formations mémoire technique qui me disent évidemment qu'on trie nos déchets, de toute façon, on est obligé. Oui, mais malgré tout, on vous le demande, alors que vous êtes tous obligés de le faire. Eh bien, si le maître d'ouvrage le demande et demande comment vous récupérez, vous triez vos déchets, c'est parce que justement certains vont faire plus de la décharge sauvage, et le fait que ce soit écrit, comme dit Bertrand, en fait ça devient un contrat, ça devient quelque chose d'engageant et de rassurant aussi de l'autre côté pour votre client. Faut savoir que Virginie parlait de... Moi j'ai vraiment cet exemple de chantier de décharge sauvage et pour de l'amiante, donc c'est pas sur quelque chose d'anodin quand même. Donc faut se dire qu'il y a des entreprises qui vont jusque là, donc mettez-le. C'est même le fait d'être réglementaire, mais il y a des gens dans la réglementation, il y a des gens qui ne le sont pas, et c'est important de le préciser, quoi. Alors, Angela demande, est-ce qu'il est important d'apporter les preuves ou la simple déclaration d'action peut suffire? Alors, il est évident que ces actions, elles sont plutôt déclaratives. En revanche, c'est vrai que plus vous allez pouvoir donner des indicateurs, mieux ce sera. Par exemple, au lieu de dire « je récupère mes déchets de chantier » ou « je récupère mes déchets » ou « je trie mes déchets » ou je ne sais pas quoi, 90% de mes déchets sont recyclés. Au lieu de dire j'utilise de l'énergie renouvelable, je sais pas, vous pouvez donner un chiffre sur la performance énergétique des bâtiments que vous construisez en général, ou en tout cas comment je pourrais dire ça, pas une attente, mais un objectif. Au lieu de dire je fidélise mes salariés, 0 départ volontaire sur les 5 dernières années. Voilà, plus vous allez donner des indicateurs concrets. Nous avons mis en place une politique d'optimisation. Sur les 3 dernières années, nous avons diminué de 30% notre consommation de carburant. Des choses comme ça, des choses toutes bêtes. Alors, n'inventez pas, mais c'est vrai que si vous avez des indicateurs à donner, c'est d'autant plus impactant et c'est d'autant plus important forcément pour votre client. Après, il y a beaucoup de choses qui sont sur du déclaratif et il y a beaucoup de choses qui sont non vérifiables dans tous les cas, qu'on soit clair. Alors Virginie, moi j'ai une question. Est-ce qu'on est obligé de déjà faire les choses pour le mettre? Je m'explique. Chez Libelle en ce moment, on est en train de réfléchir sur les horaires en fait, d'avoir une liberté, une souplesse sur les horaires pour que tout le monde trouve son compte. Est-ce qu'on peut déjà aujourd'hui, si on répondait à un appel d'offres dans un mémoire technique, dans la présentation de notre entreprise, mettre qu'on est en train de mettre qu'on a fait 3 réunions pour échanger sur les horaires et sur la possibilité de les rendre plus souples? Complètement. En fait, moi, je vois 2 choses positives là-dedans. C'est, et d'une,
la prise en compte du bien-être des salariés par la direction, mais aussi la co-construction entre la direction et les salariés finalement du développement de la politique sociale de l'entreprise. Et ça, c'est important quand vous avez avoir un intéressement, c'est une chose, mais participer au développement économique, social ou tout ce que vous voulez de la société, c'est aussi important. Donc le dialogue ici peut complètement être mis en avant. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain la direction qui arrive en disant bon à partir de maintenant ce sera comme ça. Il y a vraiment une concertation et la concertation peut être mise en avant et le futur choix pourra être mis en avant aussi complètement. Alors, je reviens juste sur cette histoire de simple déclaration ou preuve. Je vais juste donner une limite justement concernant les déchets de chantier. Alors pas pour vous si vous construisez pas on va dire manuellement, mais pour les artisans qui travaillent avec vous. Là par contre, quand on demande une politique de tri et de récupération, enfin de recyclage des déchets, à tout moment le maître d'ouvrage peut demander effectivement des preuves. Alors ça va être des factures d'entreprises de recyclage, notamment pour l'amiante, ça va être des factures de sociétés qui vont récupérer et recycler l'amiante. Enfin voilà, là par contre sur les déchets, on pourrait vous demander des éléments de preuve. Alors ça dépend quel type de déchets, hein, bien entendu, plutôt sur les déchets, on va dire qu'on qualifie d'un peu dangereux ou de polluants. Sur le nombre de ramettes de papier que vous avez recyclé, il est clair que non, bien entendu. Alors, après, donc d'autres exemples à responsabilité sociale ou sociétale, donc je vous en ai donné quelques-uns. Alors, la GPEC, c'est la gestion la gestion du personnel et des emplois et des compétences, je crois que c'est ça. En fait, c'est tout simplement la politique formation. Alors, justement, comment on appelle ça, les entretiens annuels que vous faites avec les objectifs qui sont fixés par vos salariés, la prise en compte des besoins de vos salariés, tout ça, ça fait partie de votre responsabilité sociale, plutôt que de laisser quelqu'un périr dans un poste qui lui correspond pas. Si vous prenez donc des emplois qui participent à l'insertion par l'activité économique, que ce soit temporaire ou durable, bien sûr, ça en fait partie. Toute l'implication que vous pouvez avoir sur le local au niveau éducatif, ça a un impact aussi. Si vous allez dans une entreprise, dans une école d'architecture ou autre, une école professionnelle, enfin avec des futurs professionnels pour parler de votre métier, ça a un impact. Vous participez à des salons étudiants, etc. Ça a bien entendu un impact. Et puis au niveau de l'efficacité économique, donc c'est un peu l'idée, c'est quel pilotage j'ai de mon entreprise. Est-ce que j'ai une vision à long terme ou est-ce que je suis juste là pour prendre des contrats au coup par coup et on verra demain comment ça se passe? Ou est-ce que j'ai vraiment une politique d'achat, une politique client? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose de qualité pour pouvoir pérenniser le plus longtemps possible ma société? Et puis, il y a une raison pour laquelle aussi souvent, vous hésitez à mettre en avant certains points, tout simplement parce qu'il y a des points qui sont mis en place, non pas dans un premier but développement durable, mais dans un but économique. C'est-à-dire que pour faire des économies, vous allez par exemple changer les ampoules pour faire des économies, vous allez faire ça, etc. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, tout simplement, il a été prouvé maintes et maintes fois, il y a eu des tas d'études là-dessus, vous avez même, pour revenir à la notion du bâtiment, vous avez même l'OPP-BTP qui a fait un numéro spécial il y a quelques années, où il démontrait qu'il y avait une réelle corrélation entre les entreprises qui avaient des actions responsables, qui respectaient tout simplement les règles, et en l'occurrence pour l'OPP-BTP, c'était tout ce qui était règles de sécurité, et la rentabilité de l'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de faire porter de façon systématique les EPI, de fidéliser encore une fois ses salariés, d'être extrêmement vigilant concernant toutes les règles de sécurité, etc., ça avait un impact sur la rentabilité de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y avait moins d'accidents du travail, donc moins de taux d'AT, moins d'absentéisme, etc. Donc là, des fois, vous voyez, les économies d'énergie, au départ, on dit, moi, c'était juste pour gagner de l'argent, que j'ai changé les ampoules, que je demande aux gens d'éteindre la lumière, etc. Mais ce qui vous fait gagner de l'argent, en fait, a un impact positif, encore une fois, sur le développement durable. Donc, n'hésitez pas
N'ayez pas honte en disant non mais moi j'ai pas fait ça pour ça au départ. Si ça a un impact positif, peu importe quelle était l'intention de départ, c'est le résultat, on va dire, qui compte. Là, ici, on a des exemples d'actions qui ne seraient pas du tout RSE, donc pas du tout responsables. Alors évidemment, si on fait des actions non responsables et pas rentables, c'est vraiment du grand n'importe quoi. On voit droit dans le mur et de façon extrêmement rapide. On a plein de dettes, on a des prud'hommes, on respecte pas ses engagements commerciaux. Bon, il est évident que dans quelques mois, la société va couler. Et des fois, il y a des actions qui sont rentable, mais pas forcément éthique. Par exemple, se fournir dans des pays non respectueux des droits de l'homme. Par exemple, faire de la sous-traitance sans trop contrôler les règles du travail, etc. Donc, sur le coup, ça peut rapporter de l'argent, mais à terme, il est évident que ce ne sera pas durable et qu'à un moment donné, l'entreprise sera rattrapée par ces mauvaises pratiques, ça c'est sûr. Voilà, et pour terminer, en fait, qu'avez-vous à y gagner, à réfléchir et à vraiment communiquer là-dessus? C'est tout simplement, vous allez vous démarquer. Ça, c'est important. Et encore une fois, si vous êtes, la plupart d'entre vous êtes dans des métiers d'architecture, pour les dossiers de candidature, vous n'avez pas d'autre choix. C'est vrai que des fois, on se retrouve un petit peu dans le mur en disant, là maintenant que j'ai raconté tout ce que j'avais à raconter, qu'est-ce que je pourrais mettre de plus? Ça peut être un plus et ça va vous obliger aussi à réfléchir à vos pratiques. Peut-être, voilà, l'exemple qu'a donné Bertrand, peut-être dire oui, il y a peut-être des choses qu'on peut faire mieux. Voilà, réfléchir, agir sur les 3 piliers, mettre en place des plans d'action, économiser encore auprès de votre entreprise, fidéliser vos clients et puis tout simplement être durable, être rentable et être performant. Voilà, donc ce sera pour moi le mot de la fin. Est-ce que Bertrand, tu veux rajouter quelque chose? Non. Je pense que tu as tout dit. C'est vrai que c'est des choses qui sont dans l'air du temps, qui sont importantes, enfin pour la majorité des gens, je pense. Donc c'est que des choses bénéfiques parce qu'elles vont vous apporter plein de choses. Quand on coupe une lumière chez soi, c'est pour la planète, puis c'est aussi pour nous, pour le portefeuille. Donc c'est un petit peu la même chose en entreprise. Et voilà, ça permet aussi de se démarquer. Donc pour moi, on ne devrait même pas se poser la question de dire est-ce qu'on le fait ou pas. Je pense qu'on a forcément à y gagner sur tous les points. Ouais, et encore que là, en fait, ce sont des choses que vous faites déjà, que vous devez juste valoriser. Après, oui, il y a la possibilité d'aller un petit peu plus loin et de réfléchir à ces actions, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Mais déjà, la base, c'est de parler de ce qu'on fait de bien, et ça, c'est primordial. Alors, il y a une petite barre de chat en bas. Si vous avez des questions, des remarques éventuellement, n'hésitez pas. Est-ce que déjà, ça vous a un petit peu ouvert les yeux par rapport à ce que vous faites déjà? Est-ce que ça vous a donné des idées pour améliorer vos dossiers? Voilà, je vois qu'il y a des personnes. Pendant que vous écrivez, je vais faire un petit peu de teasing sur les prochaines échéances. Donc vous le voyez, on a dès le 26, donc la réponse en groupement. Donc comment répondre à plusieurs, comment bien répondre à plusieurs. Le 17 mai, on repart sur un cycle, donc pour bien démarrer les marchés publics. Je pense que c'est pas des choses qui vont vous concerner, quoique des petits rappels ne font pas forcément de mal. Et puis le 7 juin et le 5 juillet, on a la dématérialisation que vous devez quand même maintenant utiliser et puis booster votre horaire technique le 5 juillet. Notre webconférence la plus importante puisque voilà, tout vient de là, tout vient du mémoire technique. Et puis vous voyez aussi à droite les formations collectives, donc on organise sur les différentes villes. À différentes dates, donc à partir de juin et septembre, donc que ce soit Lyon, Paris et Marseille. Et puis si vous avez d'autres projets sur d'autres villes, on n'est pas du tout fermé, on accepte sans problème de se déplacer ailleurs, donc n'hésitez pas à nous faire la demande.
Alors, j'ai quelque chose à rajouter. Alors, juste répondre à Catherine et Magali. Oui, vous allez pouvoir télécharger quand vous allez fermer la page le PDF. Si c'est pas le cas, si vous n'arrivez pas à le récupérer, n'hésitez pas à envoyer un mail à Bertrand. Je voulais juste rajouter, je voudrais juste rajouter quelque chose de très important par rapport à Chorus Pro. Parce que, donc, comme j'ai des architectes là dans la conf, dans votre mission de maîtrise d'œuvre, alors aujourd'hui, si vous êtes moins de 10 salariés, il est très clair que pour transmettre vos notes d'honoraires, vous n'êtes pas dans l'obligation d'utiliser le portail pour les clients publics. Par contre, dans votre mission de maîtrise, depuis le 11 février, vous êtes obligé d'utiliser le portail Chorus Pro pour valider, pour déposer vos certificats de paiement dans le cadre des marchés de travaux. Donc, prenez-le en compte. N'hésitez pas. Alors, moi, je pense, on en discutait la dernière fois, peut-être qu'on va faire des sessions spéciales maîtrise d'œuvre ou pas, d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les deux côtés de la barrière aussi, mais en tout cas des formations Chorus Pro pour les marchés de travaux. N'hésitez pas à vous positionner sur ces formations si vous avez besoin d'accompagnement, parce que, encore une fois, réglementairement, depuis le 11 février, vous êtes obligé de traiter les factures de travaux dans Chorus Pro. Alors Chorus Pro, c'est pas très compliqué, c'est juste ce que je dis tout le temps, une grosse pelote de laine sur laquelle il faut trouver le début. Et sachez que pendant la formation, en fait, on crée tous le compte, on paramètre le compte et on voit comment effectivement on gère, comment on dépose et comment on traite les factures simples ou les factures de travaux dedans. Donc n'hésitez pas. Les honoraires de commissariat au compte remplissent dans les bleus. Alors ça, j'en ai pas la moindre idée. En fait, alors attendez, Chorus Pro, c'est l'obligation pour toutes les factures que vous adressez aux acheteurs publics. Donc, si votre acheteur, si vous déposez des notes d'honoraires pour un acheteur public, oui, vous serez obligé de les déposer dans Chorus Pro, en fait, tout simplement. Sachant que vous serez dans l'obligation, si vous êtes moins de 10 salariés, au 1er janvier 2020. Et si vous êtes plus de 10, ce sera, c'est déjà le cas, pardon, depuis le 1er janvier 2019. Alors, j'ai déjà commencé. Très bien. Eh ben, c'est très bien. De toute façon, c'est pas parce que vous n'êtes pas obligé que c'est interdit. Au contraire, Chorus Pro, c'est vraiment une avancée très, très, très positive pour les fournisseurs des clients publics. Et n'hésitez pas effectivement à le mettre en place parce que vous avez tout à y gagner. En l'occurrence, être payé plus rapidement, ce qui n'est pas rien. Bon, en tout cas, merci à tous, à toutes surtout, pour votre participation. Merci Bertrand pour ta co-animation. Et puis, rendez-vous du coup le 26 avril sur la réponse en groupement, en espérant vous y voir nombreux, nombreuses, je ne sais pas. Et passez un excellent week-end. Très bon week-end, Bertrand, sous le soleil ou pas, je ne sais pas, on verra. Ou le froid. Pour l'instant, oui. Merci à toi Virginie, bon week-end à Montpellier, je sais qu'il n'y aura pas de problème pour le soleil. Et à bientôt le 26 avril. Merci à tous. Au revoir.